Le chef de l'armée éthiopienne Adem Mohamed a été remplacé par le général Berhanu Jula, promu au rang de chef de l'armée selon un communiqué du bureau du Premier ministre Abiy Ahmed qui ne précise pas les raisons de ce limogeage. Ce changement brutal à la tête des forces armées éthiopiennes intervient alors que le gouvernement a lancé mercredi dernier une opération militaire contre la région du Tigré, accusée par Addis Abeba de velléité sécessionniste. Malgré un blackout total sur les opérations militaires, sur le terrain apparaissent les premiers signes de combat qui semblent assez nourris entre forces armées éthiopiennes et tigréennes. Le pape a appelé dimanche l'Éthiopie à rejeter la tentation d'une confrontation armée, exhortant le pays à la prière et au dialogue. Dans une déclaration télévisée, le président de la région du Tigré, Debretsion Gebremichael, a pour sa part appelé l'Union africaine à jouer son rôle pour empêcher l'Éthiopie d'être entraînée dans une spirale menant à la guerre civile. La tension entre Addis Abeba et le Tigré, dont les dirigeants s'estiment marginalisés par le nouveau pouvoir, s'était particulièrement accrue depuis l'organisation en septembre dernier d'élections régionales non reconnues par le pouvoir central. L'escalade militaire fait craindre un conflit susceptible de menacer la stabilité déjà fragile du deuxième pays le plus peuplé du continent avec plus de 100 millions d'habitants et au-delà de toute la corne de l'Afrique. Il s'agit d'une troisième vague de criquets du désert qui continue de menacer la sécurité alimentaire de la Somalie malgré l'épandage de pesticides. Des dizaines de milliers d'hectares de champs et de pâturages ont déjà été endommagés à travers la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est, estimait l'International Rescue Committee dans un rapport du 3 juin dernier. Arrivé au Yémen fin 2019, cet insecte d'à peine 2 grammes qui s'est reproduit exponentiellement grâce à des conditions climatiques favorables se regroupe en nuées pouvant atteindre des millions d'individus qui dévorent la végétation sur leur passage. En Éthiopie, entre janvier et avril dernier, les criquets ont détruit 1,3 million d'hectares de pâturage et près de 200 000 hectares de champs, entraînant la perte de 350 000 tonnes de céréales, note l'organisme régional est-africain IGAD dans un rapport publié le 4 juin dernier. La menace perdure alors qu'une troisième vague actuellement à l'état larvaire dans les sols de la région est attendue dans les prochaines semaines. Face au risque pour la sécurité alimentaire, la Banque mondiale a approuvé en mai un programme d'aide de 500 millions de dollars, tandis que des opérations de contrôle, notamment des épandages de pesticides, ont lieu depuis fin février. L'Afrique de l'Est fait face depuis la fin de l'année 2019 à une série de fléaux aux accents bibliques, fortes pluies et inondations, criquets, puis pandémie. Les conditions climatiques devraient, selon les prévisions, diriger les insectes vers le nord de la région, voire jusqu'au Yémen, des zones qui seront plus propices à leur reproduction dans les mois à venir. Selon les scores validés par le Conseil constitutionnel, le candidat indépendant Kwadwo Konabertin arrive en deuxième position avec 1,99% des voix. Les deux autres candidats avaient appelé au boycott, mais ont tout de même reçu des suffrages. L'ancien président Henri Konan Bédié termine troisième avec 1,66% et l'ex-premier ministre Pascal Affi-N'Guessan quatrième avec 0,99%. Considérant que M. Alassane Ouattara a recueilli 3 031 483 voix, réalisant ainsi un score de 94,27%, supérieur à la majorité absolue requise. Qu'il convient en conséquence de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de Côte d'Ivoire au terme du scrutin du samedi 31 octobre 2020. L'opposition a annoncé la création d'un Conseil national de transition à l'issue du scrutin dont elle ne reconnaît pas les résultats. Plusieurs leaders de l'opposition, dont son porte-parole Affi-N'Guessan, ont été arrêtés alors que d'autres, comme Henri Konan Bédié, sont bloqués à leur domicile par les forces de l'ordre.
Élu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara avait annoncé en mars qu'il renonçait à une nouvelle candidature avant de changer d'avis en août, à la suite du décès de son dauphin désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au moins 14 personnes sont mortes au cours de violences lors du scrutin ou dans son sillage. Avant l'élection, une trentaine de personnes étaient mortes dans des troubles et des violences intercommunautaires depuis le mois d'août et l'annonce de la candidature de Ouattara. La crainte d'une escalade de violence est forte dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui a fait 3000 morts. Donald Trump n'aime pas les pays africains et il n'aime pas les Afro-Américains. On ne sait pas ce qu'il fait, c'est comme s'il cherchait à divertir toute la planète et il en a payé le prix. Je suis content. Le changement, c'est bien parfois. Alors voyons, peut-être qu'il obtiendra de meilleurs résultats que Donald Trump. S'il n'est plus là, je suis content. Je suis heureux. Ce n'est pas que je sois contre lui, mais je suis content qu'il ne soit plus là. Maintenant, on attend que quelqu'un apporte des changements positifs. J'espère et je croise les doigts pour que ce nouveau président fasse bouger les choses et nous sorte de cette situation embarrassante. Nous sommes particulièrement encouragés par la décision qui a été prise par le peuple américain qui en a assez de ce que nous considérons comme un président qui divise, un président qui exprime la haine, un président qui n'encourage pas l'unité. Il est afrophobe. C'est quelqu'un sans qui nous pouvons être meilleurs. Le président Trump avait commencé à normaliser ce que nous devrions tous considérer comme anormal. Il est anormal de haïr, il est anormal que des dirigeants n'aient pas un comportement qui dit « je suis parce que vous êtes ». Ce que nous préconisons beaucoup ici en Afrique du Sud, l'esprit de l'Ubuntu. Ubuntu signifie que même ceux qui sont différents de vous, vous voulez toujours les embrasser. Reçu dans le cadre des consultations politiques lancées il y a une semaine par le président Félix Tshisekedi, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a demandé au chef de l'État de mettre fin à l'impunité des crimes de guerre commis dans l'est du pays depuis plus de 25 ans. Dans un communiqué, Denis Mukwege a prôné la rupture avec les pratiques de corruption et les hommes qui se sont compromis dans différents crimes par le passé. Il a de nouveau demandé l'application d'un rapport des Nations Unies de 2010 qui cartographie plus de 600 très graves violations des droits de l'homme commis dans l'Est de l'actuelle RDC entre 1993 et 2003. Les crimes ne peuvent pas rester impunis, puisqu'en fait, finalement, les criminels continuent à insécuriser l'Est de notre pays et donc ainsi insécurisent toute la République. Donc il faut une lutte contre l'impunité. La troisième chose qu'on a demandé au président de la République, c'est qu'il s'implique personnellement et que ce soit lui qui soit le porte-flambeau de cette lutte contre l'impunité, spécialement en demandant au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, de s'adresser au Conseil de sécurité pour la mise en œuvre donc d'un tribunal pénal international pour le Congo. En ce qui concerne les tensions entre les partenaires au pouvoir, le FCC de Kabila dit être ouvert au dialogue avec le chef de l'État, mais plutôt dans le cadre des structures et mécanismes prévus par l'accord de coalition. Le FCC ne peut cautionner de ce fait aucune démarche tendant à la recomposition de la majorité parlementaire en pleine magistrature sur fond de corruption des élus d'un partenaire, selon le communiqué du FCC. Abiy Ahmed semble impossible à raisonner. Pour l'instant, ce mardi matin, le Premier ministre éthiopien a déclaré que l'opération continuait comme prévu et qu'elle prendrait fin dès que la junte criminelle serait désarmée, une administration légitime installée et les fugitifs traînés en justice. Le prix Nobel de la paix a même annoncé qu'ils seraient tous bientôt arrêtés.
Dans le même temps, le pouvoir fédéral communique sur ses victoires. Selon les autorités, l'armée aurait pris le contrôle de l'aéroport de Oumera. Des membres des forces spéciales, policiers et miliciens du TPLF se seraient rendus selon Addis Abeba, qui confirme avoir aussi repris Maïdali, Dansha, Baker et Ligoudi. Des informations impossibles à vérifier de sources indépendantes. Malgré tout, la communauté internationale continue de pousser au dialogue. Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'Union africaine, a appelé à la cessation immédiate des hostilités et au respect des droits humains. Le diplomate demande la recherche d'une solution pacifique et propose au passage les bons offices de l'Union africaine. Mais Addis Abeba fait pour l'instant la sourde oreille, même si Bilene Seyoum, porte-parole du Premier ministre, assure qu'Abiy Ahmed ne rejette personne. Néanmoins, l'Éthiopie est un pays souverain, dit-elle. En attendant, l'inquiétude ne cesse de grandir dans la région. D'après l'agence de presse soudanaise, des réfugiés éthiopiens auraient commencé à traverser la frontière, notamment des familles et une trentaine de soldats fédéraux. Accusé notamment de génocide, Félicien Kabouga a été arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cavale. Âgé de 84 ans selon le mandat d'arrêt, de 87 ans selon ses dires, il est accusé d'avoir participé à la création des milices Hutus interamoués, principaux bras armés du génocide de 1994, qui fit 800 000 morts selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Il devait initialement être transféré à Arusha pour y être jugé par le MTPI, qui possède une division en Tanzanie et une aux Pays-Bas, mais a finalement été envoyé à La Haye dans l'attente d'un examen médical. La première comparution de Kabouga devant le MTPI, structure chargée d'achever les travaux du tribunal international pour le Rwanda, a eu lieu mercredi à 14h à La Haye. Un premier rapport médical recommande en effet que cette comparution ait lieu par visioconférence en raison des inquiétudes liées à la pandémie de la COVID-19. Le rapport indique également que plusieurs aspects de la santé de Kabouga nécessitent un examen plus approfondi, a précisé le MTPI. Ancien président de la tristement célèbre radio-télévision libre des Mille Collines, qui diffusa des appels au meurtre des Tutsis, il conteste l'intégralité des 7 chefs d'inculpation qui le visent. Félicien Kabouga est également soupçonné d'avoir contribué en 1993 à l'achat massif de machettes qui seront distribuées aux miliciens en avril 1994, une accusation qui appuie la thèse d'une planification du génocide jamais tranchée par la justice internationale aux grandes dames de Kigali.